Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la Première. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Maïcha. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant retrouver toutes les émissions passées sur le site internet de la Première. Nous allons parler d'un sujet malheureusement qui est encore peut-être un petit peu tabou, même encore en 2020. Beaucoup de familles n'osent pas forcément en parler. La situation est encore plus compliquée pour certains couples qui sont même amenés parfois à divorcer à cause de cette situation. Et c'est encore pire au point de vue des femmes qui le vivent. Vous allez voir, nous allons parler aujourd'hui de l'enfantement à Mayotte. Si nous avons des difficultés à avoir un enfant, lorsque nous perdons un enfant, le deuil périnatal. Et puis à l'époque, comment ça se passait lorsqu'il y avait justement ces femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pourtant, il y avait cette entraide. Mais ça sera nos spécialistes tout à l'heure qui pourront nous en dire un petit peu plus autour de moi, dans ce plateau. Déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est Annie Soalia. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, Soalia, je rappelle que c'est vous qui m'avez proposé de faire cette émission pour parler du deuil périnatal, parce que c'est quelque chose pour vous qui n'est pas assez... c'est un sujet qui n'est pas assez abordé à Mayotte. Oui, effectivement. Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi. On continue notre tour de table avec vous, Sofiata Soufou, présidente aujourd'hui. Vous êtes là avec nous en tant que présidente de l'ACFAV. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Et puis nous sommes avec Combo, Abdallah Combo, notre référent, sociologue, spécialiste, expert de l'émission. Vous venez régulièrement avec nous. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Ça aussi, c'est un sujet qui vous parle énormément. Sofiata Soufou, vous allez aussi revenir sur les aides et l'accompagnement en tant que présidente de l'ACFAV, mais vous allez également nous parler de l'époque, comment c'était quand c'était difficile donc d'avoir des enfants. Soalia, vous avez voulu parler aujourd'hui du deuil périnatal. Dans quel état est-ce que vous avez... déjà, pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de ce sujet? Alors, j'ai voulu aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est très tabou dans notre société mahoraise. Et c'est un sujet qui touche pas mal des femmes à Mayotte actuellement, mais c'est vraiment tabou que dès que ça arrive, on doit le vivre et laisser passer. Et je pense qu'il faut en parler pour aider les personnes qui le vivent actuellement. Moi, je sais que quand moi, ça m'est arrivé, je n'ai pas eu cet accompagnement et je l'ai très mal vécu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il y a 4 ans de cela, j'attendais mon premier enfant avec mon compagnon. Et un matin comme ça, tout a basculé. Je me réveille avec des douleurs, je finis aux urgences. Et on m'apprend que je vais accoucher alors que j'avais juste 22 semaines, sachant qu'en France, le seuil de viabilité d'un fœtus, c'est 23 semaines. Donc, j'étais admise à l'hôpital. À l'époque, j'étais sur Toulouse. Et une semaine plus tard, j'accouche et je perds mon enfant. Sachant qu'avant ça, dans ma tête, pour moi, c'était impossible une fois dépassé les 4 mois, je ne risquais plus rien. C'était droit vers l'accouchement seulement. Non, j'ai eu tort. Et à 22 semaines, tout a basculé. J'ai accouché d'un bébé qui n'était pas viable parce qu'il est 22 semaines. Et donc, voilà, j'ai perdu mon enfant et ça a été très dur pour moi parce que je n'ai pas eu cet accompagnement. Et puis, c'était tellement tabou dans notre société qu'il fallait le vivre et se taire. Et justement, vous, dans quel état d'esprit on quitte l'hôpital quand ça nous arrive, si on prend étape par étape? Mais déjà, moi, quand ça m'est arrivé, rien qu'à l'hôpital, dès que j'attendais un enfant pleurer, j'avais les larmes qui coulaient. Et quand je suis rentrée à la maison, je me rappelle que je cherchais autour de moi. Il est où? Il est où? On est parti à l'hôpital à 2. On était censé rentrer à 3 et on est rentré à 2. Il nous manquait quelque chose, en fait. Et à l'époque, mon mari en métropole, il faisait des longs déplacements. Ma mère, elle était venue pour l'accouchement, mais elle est partie 2 jours après. Je me suis retrouvée toute seule et c'était une période noire que je vivais. Ouais. C'est très émouvant ce que vous dites. Comment on se relève après ça? On rentre à la maison, maman n'est pas restée plus longtemps que ça. Comment on se relève? Comment on arrive à se dire... Est-ce qu'on se dit déjà que c'est passé? Honnêtement, on ne se relève jamais de ça. Voilà. Personnellement, j'ai eu du mal parce qu'en plus de ça, je suis rentrée à Mayotte quelques semaines après et il fallait expliquer aux
aux autres qui savaient que j'attendais un enfant, il fallait leur expliquer comment ça se faisait, que j'étais là et qu'il n'y avait pas le bébé. Parce que forcément, tout le monde n'avait pas eu l'information. Et en fait, en réalité, je ne me suis jamais relevée. C'était des pleurs. Et la société mahoraise, on me disait ne pleure pas, tu en auras un autre, ce n'était pas ta destinée. Et c'est des choses que je vivais très mal parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un autre. J'ai besoin de celui que je viens de perdre. Et honnêtement, je ne m'en suis jamais remise. C'était me cacher pour pleurer parce qu'il ne fallait pas que je pleure devant les autres. Et j'ai eu mon neveu qui m'a aidée à me relever. Et alhamdoulilah, 7 mois après, je suis tombée enceinte de mon deuxième fils. Et à partir de là, j'ai fait mon deuil. Et je repris ma vie en main. Je me suis dit, tout est possible. Et puis voilà, je revis maintenant. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, ma vie elle était vraiment entre parenthèses. Et vous le comptabilisez, c'est votre enfant. Vous dites aujourd'hui que c'est votre deuxième enfant que vous avez eu. Vous en avez eu un troisième aussi, c'est ça? Oui. Celui qui n'est plus là, il fait partie de la fraternité, oui. Pourquoi c'est important pour vous de le mettre aussi Parce qu'en fait, c'est une manière pour moi de le faire vivre. Je n'ai pas envie de faire comme s'il n'avait jamais existé. Parce que c'est un peu ça qu'on essaye de... Il faut faire comme s'il n'a pas été là. Mais non, j'ai envie de le faire vivre. Bon, mes enfants, ils sont encore petits, mais je leur en parlerai. J'allais déjà en parler à mon grand, mais j'en parlerai à mon petit aussi. J'ai envie de le faire vivre. Je ne veux pas qu'on l'oublie, mais heureusement, à l'hôpital, ils m'ont gardé des souvenirs, des photos, tout ça. Et j'ai envie de le faire vivre. J'ai envie qu'on se rappelle de lui, qu'on sache qu'avant celui que j'ai actuellement, j'en ai eu un autre. Donc le plus dur pour vous, c'est aussi ce retour à la maison, en fait, le regard et le retour à la maison. Voilà. Eh bien, c'est très émouvant ce que vous nous avez raconté. Je sais que beaucoup de femmes aussi se reconnaissent autour de ce témoignage. Merci beaucoup de nous en parler. Combo, peut-être je vous fais réagir de suite parce que c'est quand même dur ce que Soualiha elle a vécu, autant pour elle que même par rapport aux gens, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit, elle, de faire son deuil à ce moment-là à cause du regard des autres quand on te dit « il ne faut pas pleurer ». Mais pourquoi est-ce que... Oui, il y a justement cet aspect que l'enfant vient valider le couple encore une fois. Et donc, c'est tellement fort que à chaque fois que l'enfant est décédé, qu'il n'y a pas ce premier enfant, le couple est encore en état de construction, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est dur. Et il faut effectivement que dans la société mahoraise, qu'on apprenne à accompagner les gens qui sont en deuil. Parce que là, c'est elle par rapport à son premier enfant, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre sa femme, où à chaque fois, on va, au lieu de lui parler, de l'accompagner dans cette douleur, on va rentrer dans les faits religieux, dans le fait qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Et c'est ça, en fait, parfois qui peut être dur. Comment on peut accompagner la personne qui a eu une trajectoire de vie compliquée, qui a eu cette souffrance-là, à aller mieux, au lieu de lui rappeler certaines règles, le fait que finalement, elle n'a pas été capable, c'est comme si c'est elle qui n'a pas été capable de garder son enfant. Alors que qu'elle n'a rien fait, en fait. Voilà, elle n'a rien fait de mal. Ouais. Et l'inverse aussi arrive, une mère qui vient d'accoucher, il y a un problème, malheureusement, l'enfant reste et la mère n'est plus en vie, décède. Comment vit aussi cet enfant? Là, c'est encore plus dur parce que il va y avoir tout un tas de croyances qui va faire que finalement, c'est l'enfant, peut-être qu'il a comme on dit en Chemaoré, un Nyora. Un agnorandiro qui a fait qu'à un moment donné, ça a fait disparaître la mère. Et à chaque fois, on va faire peser le poids à une personne. Là, sur le coup, c'était elle, en tant que mère, qui a porté cet enfant pendant plusieurs mois, qu'on va lui porter ce poids. Et lorsque ça arrive à l'enfant, c'est à cet enfant-là qu'on va dire, c'est un petit peu à cause de toi que ta mère n'est plus de ce monde. Et donc, du coup, alors que finalement, cet enfant qui est né, et à l'image de sa mère. C'est lui qui garde, voilà. C'est comme elle dit, elle fait vivre le souvenir de son enfant. Il le compte comme faisant partie de la fratrie et ça l'a fait avancer. Et ce ne sont que les étapes de la vie, ce ne sont que
ça fait partie de sa trajectoire de vie en tant que quelqu'un qui a connu un moment difficile dans sa vie et qui lui donne une force de se reconstruire. Et c'est ça, en fait. Donc, c'est cet enfant qui n'a pas vécu, et ça lui a donné la force de pouvoir en faire un autre. Et ça participe à son bonheur. Même si elle n'est pas là, ça participe à son bonheur. Merci beaucoup, Sachiata. C'est quelque chose qu'on attend tout de suite, normalement, d'un couple. Voilà, dès qu'on se marie. Quand est-ce que vous faites un enfant? Quand est-ce que bébé, il arrive quand, etc. Est-ce qu'auparavant, c'était comme ça? Et comment c'était aussi? C'est ce qu'on attendait d'un couple dès qu'il rentrait dans la vie commune. Et comment ça se passait pour une femme, par exemple, qui avait des difficultés à avoir un enfant, qui avait le malheur de prendre un petit peu trop de temps avant de tomber enceinte, et parfois des femmes qui n'ont jamais d'enfants. Ça se passait comment? Vous savez qu'à Mayotte, nous vivons dans une société où chacun fait un peu parce que l'autre a fait. Aujourd'hui, quand on a une femme qui décide de se marier avec un homme, l'objectif du mari, ce n'était pas avoir juste un enfant, mais parce que le monsieur, il aime la femme pour fonder un foyer, mais le but de l'union, ce n'était pas un enfant. Et donc, du coup, je trouve pas normal qu'une fois, quand on se retrouve, et vite fait, on demande, et surtout c'est la belle famille qui demande pourquoi elle n'a pas un enfant. Mais le mari a décidé de prendre sa femme, c'est parce que le mari aime sa femme. Donc, c'est vivre heureux et puis partager des moments. Et puis, l'enfant viendrait après. Et puis, selon les programmes, parce que maintenant, les couples, ils font des programmations. C'est pas comme avant. Il y a tellement de choses qui sont prioritaires par rapport à l'enfant aujourd'hui. Il y a le travail qui prend Il y a le travail, place, et puis, exactement. Et en plus, quand on est salarié quelque part, donc on ne peut pas perdre son emploi parce qu'on vient juste de faire un manzarak avec plein de dépenses. Donc, il faut d'abord tout cela programmer de sorte que tout marche bien. Donc, mais avant, est-ce que c'était aussi compliqué? Enfin, est-ce que il y avait déjà peut-être moins de programmation avant, il n'y avait pas de programmation, mais il y a des couples qui sont unis et pendant toute leur vie, il n'y a pas d'enfants. Mais heureusement, quand il y avait la solidarité, même s'il n'y avait pas d'enfants, mais il y avait les familles qui se donnaient à l'autre, qui a la sœur qui donne à l'autre sœur, ou un frère qui en a un peu plus, il donne à l'autre. Et comme il y avait... on donne les enfants comme ça? On s'entraide, on vit en communauté. Donc là où il n'y avait pas d'enfants, l'autre cédait l'enfant pour que ça soit maman titi, maman bolé. Donc ça, tante, ça, tati, tout ça. Et ils se retrouvaient. Il y a même des enfants qui ne croyaient pas que ce n'était pas leur propre mère. Mais ils vivaient dans une communauté où les gens s'entendaient très bien, s'épauler. Donc c'était moins tabou en fait avant? C'était moins tabou. Et puis, les belles familles n'avaient pas à chaque fois des reproches à chaque fois pourquoi il ne fait pas d'enfants. Parce qu'on a investi sur le mariage. Et puis, donc, comme si... Investissement. On attend le retour sur investissement. Le retour sur investissement. Donc, des fois, vraiment, c'est choquant. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons des femmes et nous avons des instances qui peuvent apporter de soutien, comme aujourd'hui nous parlons de l'ACFA, donc c'est l'écoute, écouter les personnes, les accompagner et les orienter. Et donc du coup, il y a des spécialistes, il y a des conseillères conjugales qui accompagnent les familles. Et donc c'est ces deux choses qui existent malheureusement. Et l'épanouissement de la femme ou du mari, donc c'est une priorité aussi par nos conseillères conjugales. Exactement. Et Combo, je vous ai vu titiller le micro tout à l'heure quand on a parlé de solidarité. Oui, c'était le confiage. C'est-à-dire que tellement l'enfant donne le statut social à l'homme et à la femme. Quand une personne n'avait pas d'enfant, on ne pouvait pas l'appeler Mafoulane ou Bafoulane. Donc, du coup, pour qu'il puisse avoir ce statut social de mère ou de père, il fallait qu'on lui confie. La famille s'organisait pour donner un enfant à celui qui ne peut pas enfanter. À celui qui, à un moment donné, on dit qu'il ne peut pas enfanter. Et ensuite, vraiment, il y avait... une fois qu'on confie à une personne l'enfant, c'est elle qui est la mère ou le père de cet enfant-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était tellement ancré que, de toute façon, voilà. Donc, c'est ça montre vraiment la place de l'enfant, parce que la société mahoraise, c'est une société, jusqu'à aujourd'hui, nataliste. Donc, lorsqu'on est dans une société nataliste et qu'un couple n'a
pas d'enfant, elle n'a pas d'existence sociale. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà. Mais par rapport à ce qu'on dit là, à ce que disait Mme Sofiata aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a changé d'époque. Aujourd'hui, lorsqu'on a des problématiques, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner justement pour que la personne ne passe pas son temps à se culpabiliser. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a des psychologues qui sont là, qui peuvent accompagner les gens. Et il faut qu'on accepte le fait qu'une personne peut ne pas avoir d'enfant. Et aujourd'hui, il y a d'autres modes d'intervention. Les modes d'intervention sont que les personnes peuvent adopter. Il faut qu'on accepte aussi cette idée-là. Il y a un service du conseil départemental qui s'appelle le service d'adoption qui peuvent accompagner les gens pour pouvoir adopter un enfant. Et il y a beaucoup d'enfants dans la société mahoraise qui ont besoin des familles qui les aiment, qui leur donnent un amour. Et ça aussi, c'est une autre démarche. Et c'est vrai que c'est un peu tabou dans la société mahoraise parce que la religion voudrait que l'enfant soit celui qui est enfanté par quelqu'un, qu'il n'y ait pas la procédure de l'adoption comme on le voit, parce qu'à un moment donné, il y a des considérations religieuses. C'est un petit peu adopter ce qu'on faisait avant sans les papiers, non? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que si on prend l'enfant si on élève c'est quelque chose qui se faisait en famille en général, voilà. Alors que au niveau de l'adoption, il y a une procédure et à un moment donné, j'ai oublié le terme exact, mais à un moment donné, il y a et c'est ce terme-là que parfois les gens qui ont la religion parfois a tendance à s'opposer par rapport à ça. D'accord. Merci encore de nous avoir éclairé là-dessus. Sohalia, vous avez dit tout à l'heure, voilà, quelque chose que vous n'oublierez jamais. C'est là, vous avez appris à faire votre deuil. Qu'est-ce qu'ils vous disaient les gens? Est-ce que vous avez senti à un moment donné comme l'ont dit tout à l'heure Sofiata et Combo, est-ce que vous avez attendu un moment comme si on vous pointait du doigt, que c'est de votre faute, que vous auriez fait quelque chose de mal ou Oui, souvent, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui... on a tout remis dans mon dos. C'était à cause de moi parce que je ne faisais pas très attention, je bougeais trop, je conduisais. En fait, tout était de ma faute, en fait. Et avec le temps, j'ai réussi à croire que oui, c'était de ma faute. Je culpabilisais, je me disais à cause de tout ce que j'ai fait, j'ai perdu mon enfant. Le plus dur pour vous, c'était quand être à l'hôpital, rentrer à la maison, devoir reprendre quelque part une vie normale et que vous n'avez pas forcément envie de la reprendre, cette vie normale sans ce bébé? Le plus dur, c'était à l'hôpital, entendre les enfants pleurer. Et voilà, une fois retournée à la maison, voir mon neveu me dire que mon fils aurait pu être là avec lui. Mais bon, sa présence aussi m'a vraiment aidée à me relever. Vous aviez déjà commencé à acheter des choses? Non. Non, parce que chez nous, on attend encore 7 mois, je crois. Oui, voilà. Avant, je regarde Sofiata, c'est bien ça. Normalement, chez nous, on nous dit 7-8 mois avant de commencer à acheter quelque chose pour... Nous, on a eu cette chance-là de ne rien acheter. C'est juste que l'enfant est là, c'est là où on achète tout. D'accord. Mais maintenant, la valise est déjà prête. Avant 8 mois, tout est déjà prêt pour l'enfant. Et comme on sait déjà le sexe de l'enfant, donc tout est déjà prêt dans la valise. Et quand ils partent à coucher, donc la chambre de bébé est déjà prête. Et que c'était pas le cas avant. Les regards qui vous ont fait le plus mal ou les réactions qui vous ont fait le plus mal, c'était quoi? Est-ce que vous avez eu un jour envie de répondre Je peux dire en maoré? Allez-y. Ouais. Yoti Riziki. Ça, c'était la phrase que j'avais vraiment pas envie d'attendre. Yoti Riziki, Utso Parawanguina. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment précis, on n'a pas besoin d'un autre. C'est lui. Et même si Utso Parawanguina, mais le prochain, il ne va pas remplacer l'autre. Et ça ne sera jamais l'autre. Oui, chaque enfant est unique. Je peux comprendre qu'en fait, ce n'était pas dans le but de me blesser, c'était pas malveillant. C'était une façon de vous rassurer, oui, voilà, en fait. Mais personnellement, je le prenais mal. Ça me faisait mal au cœur. Et par la suite, oui, après avoir échangé avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait la même réaction quand on nous sortait cette phrase. Que c'était pas normal de nous dire ça, oui. d'entendre ça. En fait, moi, ce que j'avais l'habitude de dire, quand des gens venaient me voir qui me disaient « on ne sait même pas quoi dire je leur disais « faites-moi un câlin et ça me réconfortera. C'est déjà mieux que... » Et ensuite, quand on le vit à deux, dans le couple? Alors, dans le couple, monsieur, il a un peu
renfermé. Je sais qu'il l'a très mal vécu comme moi, mais vous savez, les hommes, il a beaucoup caché ses émotions, mais je sais que c'était aussi intérieurement, je pense qu'il a même plus souffert que moi parce qu'il me l'avait dit d'ailleurs que moi, j'ai accouché et c'était fini là. Mais lui, il a dû s'occuper des obsèques parce que nous, on pensait qu'à ce stade-là, j'ai accouché et ça s'arrêtait là. Mais on a découvert par la suite qu'il fallait donner une identité au bébé, chose qu'on n'avait pas encore réfléchi. Fallait organiser des obsèques, tout le rituel de décès, voilà. Le cimetière, acheter la concession, tout ça en fait. Et c'est lui qui a dû s'occuper de tout ça. C'est lui qui s'est occupé de tout ça, de l'enterrement, de tout. Il s'est vraiment occupé de tout. Et je sais que ça l'a vraiment plus marqué que moi. On va commencer. Je voulais rajouter juste une petite phrase en disant que c'est tellement émouvant. L'amour de bébé qui est dans le ventre, entre la maman et le bébé dans le ventre. C'est vraiment une chose qui est spéciale quand tu sens le bébé bouger dans le ventre. Tu le vis bien. Donc, c'est normal si elle est là, cet amour de ce bébé qui n'est plus avec elle. Mais quand même, quand le bébé était dans son ventre, quand ça commençait à se préparer au fond d'elle, c'est une mère qui sent le bébé bouger dans le ventre. C'est merveilleux, nous sommes tous des mamans et on a tous senti, mais vraiment, je tiens à dire bravo à elle qui a osé parce que beaucoup de personnes vivent cette situation mais n'osent pas en parler et que heureusement, nous avons des maris qui montrent que ce sont des hommes qui accompagnent selon leur façon de le faire, mais qui souffrent aussi, hein. Les maris souffrent aussi. D'ailleurs, je rejoins ce que vous dites là, parce que je sais aussi que souvent on m'a dit c'était pas encore un bébé, il n'était pas formé. Mais c'est quand je l'ai mis au monde, parce que je l'ai vu, je l'ai mis au monde vivant et il est décédé dans les bras de ma mère quelques minutes après. C'était un bébé bien formé, il avait tout, il lui manquait rien du tout. C'était un bébé, j'ai eu l'occasion de le prendre dans mes bras avant d'aller, parce que juste après l'accouchement, j'ai fait une hémorragie. Du coup, j'ai fini en bloc et je l'ai eu dans mes bras. C'était un bébé, mais vraiment tout formé. Et quand on me disait que non, c'est pas un bébé, si, je l'ai senti bouger. Je sentais tous les coups. Donc, c'est un bébé. Vous êtes courageuse. Hein, c'est pas une fausse couche, c'est un accouchement. J'ai eu mon bébé dans mes bras. Donc, ce n'est pas une fausse couche, contrairement à ce qu'on pouvait me dire. Vous me touchez énormément, je vous assure. Je me retiens depuis tout à l'heure. Mais je vois ça. C'est énormément touchant et j'espère que je ne vais pas pleurer avant la fin de l'émission. Mais en tout cas, peut-être donner aussi un conseil et un conseil pour les femmes qui nous regardent. Et surtout, vous avez eu d'autres enfants après. La deuxième grossesse, on la vit comment? Alors, la deuxième grossesse, je l'ai vécue dans le trac. J'avais trop peur que ça se reproduise. Limite, je psychosais pour rien, je psychotais pour rien. Et je sais qu'à 22 semaines, parce que l'autre, je l'ai perdu à 22 semaines, je sais que j'ai pas arrêté d'appeler ma sage-femme. Il y a ceci qui va pas. Même quand c'est pas vrai, tout allait bien, mais juste pour avoir un contrôle. Rassurée. Oui. Et la deuxième grossesse, je l'ai vécue, mais vraiment. Et encore, cette grossesse, je l'ai vécue à Mayotte. Auprès de ma famille, il n'y avait pas mon mari, du coup c'était un peu difficile. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et vous en avez... J'en ai 2 maintenant, je les embrasse fort mes bébés, je les aime. En tout cas, vous êtes très courageuse et vous en parlez avec tellement de sourire. Vraiment, merci beaucoup d'avoir proposé cette émission. J'adore en parler, parce que je sais qu'il y a des femmes qui le vivent, mais on leur dit non, il ne faut pas en parler. Limite, c'est comme si c'était honteux de perdre un enfant. Je sais, il y en a plein. J'ai des tantes, des cousines qui l'ont vécu, mais c'est tellement tabou. Il y a des gens qui viennent me voir, elles veulent aborder le sujet avec moi, mais elles se sentent tellement gênées, alors que moi, ça me fait plaisir. Là, j'en parle, je suis contente. Je le fais revivre. Parce que là, vous aidez d'autres femmes qui n'arrivent pas à en parler. Bien sûr, et c'est pas même... franchir d'autres étapes. Il y a des femmes qui restent bloquées pour ne pas refaire encore d'autres grossesses, de peur que si ça se répète, vivre la même chose. La même chose. Donc, mais c'est très bien qu'on en parle. Au moins, ça peut aider d'autres femmes pour essayer. C'était pas le cas pour la première grossesse, mais ça peut
se concrétiser. C'est différent pour les autres. On finit avec vous, Combo. Et c'est surtout aussi un message d'espoir par rapport à ceux déjà qui sont en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'arrivent pas à en avoir. Elle en a eu, elle a surmonté la douleur, elle a pu quand même être accompagnée par les siens, par son mari, pour pouvoir avoir envie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer en dépression pour dire qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants. Donc du coup, là, il y a aussi ça. Et il faut voir le côté positif de cet aspect-là, cette forme de régénérescence de l'enfant qui est mort, qui a pu en donner d'autres, qui a pu donner l'espoir d'en avoir d'autres. Et je pense aussi que dans cette affaire, il faut aussi voir que la vie de couple, et ça c'est quelque chose qu'il faut parler dès le départ, il faut parler de toutes les possibilités quand les gens sont en couple. Peut-être au début, quand les gens, au lieu de leur dire il faut avoir un enfant, il faut avoir un enfant, il faut accompagner le jeune couple qui créait à pouvoir affronter toutes les épreuves de la vie, dont la mort d'un enfant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accompagner lorsque les gens font les manzaraka, qui sont dans la joie. Il faut pouvoir leur parler des choses douloureuses qui peuvent arriver et de comment rebondir. Et ça, il faut cet aspect écoute, accompagnement, et ça c'est très important. Et ça, il y a des professionnels chez vous aussi à l'ACFAV, je tiens vraiment à le rappeler, c'est super important. Il y a des psychologues, il y a des conseillères, il y a toutes ces personnes qui sont là pour vous accompagner. De l'ACFAV est vraiment bien composée. Nous avons actuellement 43 salariés. Ce sont des spécialistes. Et qu'aujourd'hui, je demande à ce que tous les gens qui ont envie de libérer la parole de venir à l'ACFAV, c'est à Cavani. Et donc, que tout ce qui ne marche pas dans les couples, on ose en parler pour aider d'autres couples. Merci. À vivre le plus longtemps possible. Et heureux, ça c'est le plus important. Heureux. Merci encore 1000 fois. Vraiment, Sohalia, vous nous avez donné une très belle leçon, en tout cas de vie aujourd'hui. Et on a retenu les larmes jusqu'au bout de l'émission. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. Gros bisous à vos enfants. Oui, on les embrasse. Et beaucoup de courage pour toutes les femmes qui nous regardent et qui n'osent pas en parler. Allez-y. Vous avez des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Vous avez un très bel exemple aussi qui était avec nous en plateau. On y arrive avec beaucoup d'amour. Comme dirait Combo, tout est possible. Voilà, en tout cas, soyez heureux et on se dit à très vite sur Mayotte la Première dans votre émission Maïcha.